Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour parler durabilité. En compagnie de 3 intervenants. La durabilité doit-elle être différente sur le continent africain? C'est la question que nous allons aborder ensemble avec nos 3 invités. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Sandra Kassab, directrice du département Afrique de l'AFD. Sa Majesté Georges et Victoire Abada, président du pool des investisseurs africains. Et Moubarak Moukaïla, directeur du financement du développement durable pour la Banque ouest-africaine de développement. Vous allez nous éclairer sur ce sujet ô combien passionnant de la durabilité. Sandra Kassab, je vais commencer avec vous. Vous êtes directrice du département Afrique au sein de l'Agence française de développement. Le rôle de l'AFD, c'est de financer, accompagner, accélérer les transitions, toutes les formes de transition, avec un objectif de durabilité. Tout d'abord, quelques mots pour présenter l'action de l'AFD sur le continent africain. Merci beaucoup Stéphanie Roy. D'abord un grand merci pour votre accueil. Je suis très heureuse d'être ici et de participer au forum qui nous réunit aujourd'hui et qui se concentre justement sur les enjeux d'investissement sur le continent africain. Pour ma part, je suis directrice du département Afrique de l'Agence française de développement depuis le mois de janvier dernier. Donc ce sont des fonctions que je prends avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup de plaisir à redécouvrir et à observer l'ensemble des activités déployées par le groupe Agence française de développement sur le continent africain, qui est au cœur de nos interventions. Le continent africain est le terrain d'intervention prioritaire de l'Agence française de développement. Dans l'action s'inscrit dans le cadre de la loi votée en 2021 à l'unanimité, qui porte sur l'aide publique au développement et encadre l'engagement de la politique publique française à soutenir, à accompagner son engagement dans la lutte contre la pauvreté et les enjeux globaux, avec une priorité donnée au continent africain. Concrètement, ça se traduit par nos volumes d'intervention qui sont importants, qui ont été portés à 20 milliards d'euros si l'on regarde depuis 2018 et qui, en 2024, malgré une conjoncture internationale complexe et les chocs, les turbulences que nous connaissons, a été maintenu à haut niveau avec, pour le groupe AFD, des interventions à hauteur de 5,5 milliards d'engagements en 2024, à la fois à travers le secteur public, le soutien au secteur public, donc à travers l'Agence française de développement, mais également notre filiale Proparco dédiée au financement du secteur privé, qui a porté également ses ambitions à plus de 1,5 milliard d'euros d'engagement, et notre filiale de coopération technique Expertise France. Donc cet engagement, il est fort, il est au cœur de l'intervention du groupe et il se poursuit et il a encore de très belles perspectives dont j'espère nous pourrons parler ensemble. Et bien sûr, nous y reviendrons. Merci pour ces premières précisions. Sa Majesté Georges et Victoire Abada, vous précisez, vous, le pool des investisseurs africains qui est implanté au Cameroun, au Sénégal. Quelques mots sur le rôle de ce pool, tout d'abord. Je tiens d'abord à vous remercier et à dire bonjour au public et aux intervenants. Le pool des investisseurs est un groupement professionnel d'intérêt de défense économique qui a pour définition: ensemble, construisons aujourd'hui l'Afrique de demain. Ensemble, construisons aujourd'hui l'Afrique de demain. Et l'Afrique se construit avec des partenaires qui ont la même vision, celui du développement économique et industriel. Et le pool des investisseurs joue un rôle prépondérant qui amène, qui vise par rapport aux projets socio-économiques. Parce que nous accompagnons également la volonté politique. Parce qu'il y a une frontière qui est très très limitée entre la volonté économique et la volonté politique. Donc, et du coup, nous demandons et nous intervenons parce qu'il y a ce qu'on appelle le facteur risque. Quand un investisseur veut aller en Afrique, c'est d'abord tout de suite, l'Afrique est risquée. D'abord tout de suite, l'Afrique n'est pas risquée.
L'Afrique n'est pas le risque. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique n'est pas le risque. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, l'entrepreneur africain, l'entrepreneur de mon village Niaboa, il a le projet, mais n'a pas les capitaux. Et raison pour laquelle nous courons vers l'AFD, vers vous dites, financez celui-là, afin qu'il ne puisse pas mourir en mer. C'est dans le rôle que le pool des investisseurs africains nous jouons et nous appelons l'AFD et nous jouons ce rôle au niveau des bailleurs de fonds. Parce que c'est bien, on peut financer l'État, mais finançons également les collectivités qui sont le premier facteur du développement économique. Parce que c'est les collectivités territoriales qui créent l'emploi, parce que dans leur rôle, c'est le bien-être des populations. Et le bien-être des populations par l'entrepreneuriat. Donc nous jouons dans ce rôle, dans le pool des investisseurs, pour leur dire l'investissement peut être international, peut être également national. Et nous demandons la clémence du politique afin d'accompagner non seulement l'entrepreneur international qui arrive et l'entrepreneur national. Raison pour laquelle ce mot ensemble. Donc c'est ce rôle que le pool des investisseurs joue en Afrique. C'est très clair, vous l'avez dit, l'Afrique, c'est pas le risque, l'Afrique, c'est demain. Et demain, c'est aussi ces enjeux dont on parle, de durabilité, d'environnement, de l'aspect social, effectivement, également. Vous accompagnez les entrepreneurs, vous l'avez dit, notamment en termes de sensibilisation à ces sujets. Quel est le degré de maturité, entre guillemets, de conscience sur ces enjeux des entrepreneurs que vous accompagnez ? Est-ce que c'est au cœur de leurs préoccupations ? Oui, parfois, je vais prendre un exemple parce que j'aime toujours, quand je m'exprime, j'aime toujours prendre des images. Comme ça, comme j'aime bien mon village Niaboa, pour que la personne de Niaboa puisse se retrouver dans ce que j'ai dit. Celui-là qui, lui, il a un projet. Il a un projet, il a l'idée de projet, mais son projet n'est pas mature. Il ne sait pas comment, vers quel guichet il peut y aller pour pouvoir avoir la solution. Et quand il arrive vers quelqu'un qui n'y s'y connaît pas, il va dire non, ton projet n'est pas bon. Et on crée vers cette personne un blocage, une barrière. Et nous disons non. Ton projet, ce n'est pas qu'il n'est pas bon. Ce n'est pas le bon guichet. Ce n'est pas la bonne personne. Mais voilà, nous pouvons toquer à telle porte pour ton projet. Parce que lui, il n'a pas fait Harvard. Il n'a pas fait la Sorbonne. Lui, c'est l'agriculture. La seule chose qu'il sait parler, c'est la terre. Et comment vous allez demander à cette personne, il a des états de terrain qu'il peut valoriser. Et il ne sait pas par où commencer pour pouvoir valoriser. Donc, nous apportons, comme je l'ai dit, la clémence à nous, États, par rapport aux fonciers. Parce que lui, il va aller à la banque. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'AFD, je veux parler de Proparco, je veux parler de la banque locale. Ne peut pas l'accompagner. Parce qu'on dit non, on ne peut pas l'accompagner. Donc, il n'a même pas le courage d'aller vers une banque nationale pour pouvoir chercher son financement. Et du coup, quelqu'un à l'international, lui, peut avoir le financement. Et nous disons, vous pouvez accompagner celui-là qui a 50 hectares. Il ne sait pas quoi faire. Pourtant, l'Afrique, elle était arabe. Comment le valoriser ?
Et donc, au-delà d'être sensibilisé à cela, il faut savoir aussi comment valoriser, c'est le faire savoir, pas que le savoir-faire sur ces enjeux. C'est ce que je comprends de votre message. Monsieur Moukaïla, vous êtes en charge du financement du développement durable pour la Banque ouest-africaine de développement. J'appellerai BOAD, ça fera plus court pour les fois d'après, qui finance le développement de l'Afrique de l'Ouest dans les projets durables. Tout d'abord, est-ce que c'est exclusivement ce type de projet que soutient financièrement la BOAD ? Alors, je vous remercie d'abord d'associer la BOAD à cet événement. Et je peux vous dire que d'ores et déjà que non, la BOAD ne finance pas que des projets de développement durable. Parce que quand vous regardez sur notre continent, nous avons 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Nous avons plus de 60% des personnes qui sont mal nourries. Et donc, nous prenons en compte ces aspects dans le financement de nos projets. Mais je peux vous dire que la BOAD, à travers son plan stratégique depuis 2021, ancre véritablement son action sur la durabilité. Et donc, 100% des projets que nous finançons passent par un screening qui prend en compte les engagements des États à travers l'accord de Paris, mais aussi sur leurs engagements sur les ODD. Donc je peux vous dire d'ores et déjà que la BOAD prend en compte le caractère économique et social et des besoins des populations dans le cadre du financement de ces projets. Et nous reviendrons effectivement un peu plus tard dans cet échange sur vos critères d'investissement, votre grille de lecture. Juste pour continuer un peu ce tour d'horizon de l'action de la BOAD, quelle est la répartition sectorielle des projets que vous financez pour avoir un peu un panorama entre, voilà, il y a l'environnemental, il y a le social, on l'a dit. Vous, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans ce que vous financez? C'est les infras, peut-être mécaniquement parce que c'est des projets chers, c'est l'agro, comment ça se répartit? Alors aujourd'hui, il faut dire que globalement, les infrastructures prennent la majeure partie des financements que nous faisons. Mais quand nous parlons des infrastructures, il y a bien entendu les énergies qui font partie. Et globalement, aujourd'hui, au niveau de la BOAD, nous mettons plus l'accent sur l'accès à l'énergie, donc le secteur énergétique, mais aussi sur l'agriculture et l'agro-industrie. Donc ces deux secteurs prennent en compte environ 40 à 45% du financement. Mais nous avons aussi un fort engagement dans d'autres secteurs comme l'éducation, la santé et l'accès à l'immobilier abordable. Voilà. Donc ce sont des secteurs aussi que nous regardons parce que ce sont des secteurs primaires, les secteurs essentiels dont les populations ont réellement besoin. Et sur le plan géographique, puisque vous couvrez bien sûr plusieurs pays, comment se fait l'ajustement également? Parce que parfois, pour rééquilibrer un petit peu les choses, vous forcez le trait sur un pays qui a peut-être plus besoin de financement à ce moment-là? Alors, la BOAD a pour mission de financer de façon équilibrée les pays de la sous-région. Mais en même temps, nous regardons des critères prédéfinis. Nous regardons si ce projet, la maturité du projet, nous regardons si ce projet rentre en compte dans la stratégie de développement des pays et d'autres critères. Nous avons, aujourd'hui, notre portefeuille est composé entre 60 et 40%, 60 pour le secteur public et 40 pour le secteur privé. Nous travaillons à ce que le secteur privé soit beaucoup plus engagé parce que nous pensons que le secteur privé est créateur d'emplois, de valeur ajoutée, ainsi de suite. Et donc, notre ambition, c'est d'inverser la tendance. Et inverser cette tendance appelle à accompagner réellement les acteurs du secteur privé. Donc, nous avons des outils pour accompagner ces acteurs-là. Donc, nous avons mis en place des mécanismes de financement, d'accompagnement de développement de projets. Aujourd'hui, nous avons un mécanisme classique pour accompagner les États dans le développement des projets. Mais aujourd'hui, nous avons fait une cartographie pour regarder la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, donc des engagements des pays à l'accord de Paris. Et nous sommes rendus compte que plus de 70% des ressources viendront du secteur privé. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler réellement à ce que le secteur privé prenne un engagement plus fort dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc nous avons mis en place un fonds d'études climat pour accompagner justement le développement des projets, mais aussi pour aller chercher des ressources au niveau des mécanismes financiers. Parce qu'aujourd'hui, la BOAD est très reconnue sur le marché pour lever de la ressource, mais malheureusement, cette ressource n'est pas adaptée aux besoins du financement de développement. Donc nous allons vers des mécanismes financiers comme le fonds vert et autres. Nous travaillons avec des structures pour optimiser notre bilan, pour regarder comment est-ce qu'on optimise au niveau de notre capital pour pouvoir lever plus de ressources. Donc ces mécanismes-là, justement, pour apporter de la concessionnalité,
à ces ressources que nous levons sur le marché et pour adresser plus les questions liées au financement du secteur privé. Et sur le plan géographique, ça s'articule? Alors, sur le plan géographique, nous ne faisons pas de discrimination. Oui. Nous ne faisons pas de discrimination, comme je l'ai dit. Donc, nous essayons de financer de façon équilibrée ces pays-là. Il y a des pays qui émergent, qui sortent vraiment du lot. Donc, c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, qui sont un peu plus en avant. Mais les autres pays, nous essayons quand même de les tirer. Parce que aussi, dans la mission de la BOAD, c'est l'intégration sous-régionale. Donc, nous essayons de travailler sur des projets qui intègrent tout le monde et qui tirent les autres aussi vers l'avant. À l'AFD Centracassa, vous avez aussi un rôle d'observateur, nécessairement. Pour choisir les projets, il faut bien sûr avoir une analyse assez claire d'ensemble. Quels volets de cet enjeu de durabilité, dans sa globalité, sont les plus avancés, les plus dynamiques sur le continent à ce stade? Monsieur Okela parlait des infrastructures, l'agro-industrie, c'est ce qui ressort aussi de votre analyse? Merci beaucoup Stéphanie Roy. Comme vous le dites, je pense que le rôle d'une agence française de développement de notre institution, c'est d'être un partenaire à l'écoute, qui observe. Notre analyse n'est pas décentrée ou en dehors de ce qui se passe. Elle est vraiment à l'écoute et le plus proche possible de nos partenaires dans une logique de co-construction des programmes que nous pouvons soutenir, accompagner de financement et de coopération technique multiples. Donc c'est vraiment dans cette démarche et avec cette volonté de co-construction et d'accompagner les transformations d'aujourd'hui et de demain, et les dynamiques de demain. Sur le champ de la durabilité, en fait, déjà, beaucoup de choses se passent sur le continent. Beaucoup de dynamiques sont à l'œuvre. On essaie effectivement également d'accompagner la transformation, la transition énergétique à travers de nombreux partenariats et programmes concrets d'investissement, que ce soit à travers l'AFD, mais également notre filiale Proparco est très engagée dans le financement de la transition énergétique, l'accès au financement pour ce volet, également le dialogue de politique publique pour que les régulations, les dispositifs publics accélèrent encore les dynamiques. Donc c'est un volet important de nos interventions. Notre directeur général Rémi Rioux était en tout début d'année à Dar es Salaam pour le forum sur l'énergie en Afrique. L'initiative M300 a été portée et a rappelé des ambitions fortes partagées également avec d'autres partenaires, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale. Donc l'idée est également de former des coalitions pour mettre à disposition des financements adaptés et soutenir les différents champs, que ce soit au niveau des politiques publiques, je le rappelle, des porteurs de projets, des opérateurs, des investissements concrets, de l'accès au financement et de la mobilisation du secteur privé pour adresser ces sujets. Donc le secteur de la transition énergétique est un énorme volet forcément de ce défi. Également des partenariats peut-être qui sont moins connus, mais qui existent aussi sur le champ des aménagements urbains, avec des aménagements qui tiennent le plus intégré possible dans les écosystèmes. Donc on travaille avec de nombreuses municipalités, localités africaines sur ces volets d'intégration, d'articulation entre la préservation de la biodiversité et des aménagements de territoires qui en tiennent compte et qui promeuvent aussi un développement économique. Donc c'est le cas au Bénin, à Porto Novo par exemple, c'est le cas dans d'autres régions. J'étais ce matin encore avec des partenaires sud-africains de la province du Cap qui ont également des projets ambitieux dans ce domaine. Sur le champ également social, bien sûr, l'AFD est engagée sur ce volet social également, que ce soit à travers les secteurs sociaux, l'accès à ces services essentiels, également la meilleure inclusivité, un accès plus inclusif pour les femmes, pour les jeunes. Donc on essaie de travailler ainsi non seulement sur des projets d'infrastructures
essentielles d'infrastructures sociales et également sur les filets sociaux, sur le champ des réformes, qui est un des leviers importants, dans le champ de l'éducation, de la formation professionnelle aussi, pour préparer, pour que les ressources humaines et les talents africains puissent trouver des opportunités d'emploi dans ces filières porteuses et qui sont en fait le cœur vibrant de cette démarche de durabilité. Et donc ça nous amène au troisième volet, celui de la gouvernance, qui est que peut-être le défi, mais également la pertinence ou l'additionnalité de nos institutions internationales ou régionales, c'est de travailler à la fois au niveau des politiques publiques, des dispositifs publics, d'accompagner les cadres de régulation, de gouvernance qui vont favoriser la promotion de ces investissements, également l'accès des financements et des investissements concrets. Donc sur le champ de la gouvernance, tant auprès des gouvernants, mais également des entreprises qui se transforment pour mieux intégrer les standards et pour également être plus forts dans les marchés régionaux et vers les marchés internationaux et pour bénéficier des opportunités de création d'emplois, des opportunités économiques qui se déploient. Le groupe Agence française de développement porte fort en fait cet engagement de développement durable. On est la première institution, banque publique de développement, à s'être alignée sur les enjeux de la COP 21, de s'être complètement engagée pour être 100% co-bénéfice climat dans nos interventions, avec une politique d'analyse de la durabilité des projets qui est complètement intégrée dans tous nos processus, qui sont donc exigeants. Donc on est parfois un partenaire exigeant et ambitieux, mais en regardant toujours et en écoutant toujours nos partenaires, en faisant aussi, en prenant également l'engagement d'être un partenaire de long terme qui va pouvoir accompagner la progression et l'évolution, la transformation au long cours des institutions et des opérateurs avec lesquels nous travaillons. Alors vous avez clairement évoqué les actions de l'AFD sur les 3 volets E, S, G. Est-ce que des secteurs, des thématiques sont un peu plus à la traîne que d'autres? Est-ce que vous le percevez en matière de durabilité, de sensibilisation à ces sujets-là, où vous dites là il va falloir vraiment qu'on soit encore plus actif parce que les efforts à faire sont plus importants? C'est une question intéressante et qui fait écho aussi à l'actualité. L'effort et le coût également social et politique de certaines transformations sont élevés. On le vit aussi en France, en Europe et dans le reste du monde. Donc l'Afrique, pour cela, partage le même défi de porter cette ambition, de ne pas se détourner des enjeux du climat. C'est justement la conversation heureuse que nous avions ce matin avec nos partenaires sud-africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on entend dans la scène internationale un peu moins les enjeux climatiques qui sont gommés par une brutalité, le retour d'une certaine brutalité dans les rapports économiques et commerciaux. Donc notre ambition et notre souci, c'est de partager ces défis, ces enjeux exigeants avec les partenaires qui le souhaitent en fait et qui en sont en général heureux en fait de trouver un partenaire avec lequel partager ce défi, ces exigences et les porter concrètement, les décliner concrètement. Donc je dirais malheureusement, peut-être qu'ils sont tous à la pointe et tous un peu à la traîne si on y prend garde et si on ne maintient pas cet engagement soutenu, continu, exigeant qui est nécessaire et encore plus aujourd'hui que jamais. Georges Desvitoires-Abada, vous entendez parler de ces exigences qu'on comprend, qui vont dans le bon sens, évidemment. Est-ce que pour vous, ce curseur, quant aux attentes pour financer des projets, est en ligne avec la réalité du terrain? Je pose volontairement une question un peu poil à gratter, mais c'est bien d'avoir les retours de chacun sur ce sujet, sur le cadre qui est posé au niveau international en matière de ESG. Je dirais que c'est diamétralement opposé. La réalité et le rêve, c'est 2 choses.
Avant de répondre également à vos questions, je veux rebondir à ce qu'a dit le frère par rapport au financement vert, la réglementation. Parce qu'on demande à nos États, qui sont non polluants, d'avoir accès au financement vert. Et pourtant, pour avoir accès au financement vert, il faut ce qu'on appelle le bilan carbone. Pour avoir le bilan carbone, ce sont les entreprises. Et nos États ont des priorités ailleurs. Ils ne vont pas taxer les entreprises pour faire du bilan carbone. Et du coup, nos États et les entreprises n'ont pas accès au financement vert. Il est mieux placé. C'est un constat que nous avions fait. Et du coup, ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien dire. Et je profite de votre tribune d'interpeller la Banque mondiale, parce que en lisant, je crois qu'en 87, en 1987, quand ils ont écrit les ODD, ils n'ont pas pris en compte l'aspect Afrique, le contexte Afrique. Ils se sont basés par le contexte européen. Et on a imposé cela au contexte africain. Si on allège un peu ce volet, nos États pourront avoir accès au financement vert. Je le dis pourquoi? Parce que dans le traitement et valorisation des déchets, pour avoir, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent valoriser les déchets. Il y a le permis d'exploitation qui est payant. Et on demande à nos États de payer le permis d'exploitation. Ils n'ont pas, parce que l'entrepreneur a financé de son argent, il attend un retour. Et nos États, qui ont leur priorité ailleurs, bien entendu, vont regarder où est-ce que nous allons avoir cet argent pour pouvoir financer. Ce qui est tout à fait normal, c'est au niveau du financement vert. Du coup, les déchets sont un peu de partout, nos rues sont. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Je ne suis pas porte-parole de nos États, mais je parle d'un constat du pool des investisseurs. Et du coup, nos États ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas financer cela. Si la Banque mondiale, l'Union européenne allège un peu, ça va permettre à nos États de souffler un tout petit peu. Et maintenant, ayant dit cela, nous allons également, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une frontière. Cette frontière-là, elle n'est pas grande. Hein. C'est comme ce bâton. Et j'interpelle également, parce que ce sont eux qui ont les capitaux. C'est vous qui avez les capitaux. C'est vers vous que l'entrepreneur se dirige pour pouvoir financer son projet. C'est un mariage polygame. Le mariage polygame, il y a l'entrepreneur, l'investisseur et les assurances. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Si l'entrepreneur a et que la banque ne suit pas, l'assurance ne peut pas suivre. Donc, c'est la bonne polygamie que nous devons et que nous avions même l'obligation, je parle même de l'obligation, pour que l'Afrique, parce qu'on ne peut pas demander à l'Afrique d'être compétitif sans des nouvelles technologies, sans des énergies renouvelables et sans l'agriculture. Et avec les déchets, nous avions les croix. Nous avions des engrais dans les énergies
dans le traitement des déchets, les engrais qui vont servir à l'agriculture, les déchets qui vont servir aux énergies renouvelables et l'énergie propre, et les mêmes engrais et les mêmes déchets qui vont servir aux matériaux de construction. Vous voyez qu'avec ce qu'on appelle généralement et vulgairement poubelle, ça a de la valeur. Et comment donner de la valeur à cette poubelle? Il faut que l'assurance, les banques et le politique, la volonté politique. Si je peux conclure par cette phrase, j'interpelle la volonté politique d'accompagner l'entrepreneur africain. Le message est clair en tous les cas. Il fait aussi un petit peu écho à ce qu'a pu dire une intervenante d'une table ronde précédente, la présidente de la CCE, Sophie Sidovica, qui disait assez clairement qu'il y avait trop de réglementations, CSRD, CS3D, etc. En Europe pour aller en Afrique, que ça n'aidait pas particulièrement au développement, à se développer en Afrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Monsieur Mukaila? Est-ce que c'est trop lourd, ce cadre réglementaire, et que ça freine finalement des investissements qui seraient nécessaires pour permettre aux entreprises du continent africain d'être plus vertueuses, finalement plus durables? Non, je vous remercie pour cette question. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de réglementations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de complexité, surtout quand vous venez d'Europe. Pour entrer dans le marché africain, il y a beaucoup d'exigences et autres. Mais en même temps, c'est une bonne opportunité. Je pense que c'est une très bonne opportunité pour nos entreprises, pour notre écosystème, parce que cette rigueur-là, j'en parlais tout à l'heure avec Bruno de RGCM, qui nous accompagne sur des opérations de titrisation et autres. Je parlais de cette rigueur qui nous permet d'avoir accès quand même à de la liquidité que nous n'avions pas ou nous n'avions pas accès auparavant. Aujourd'hui, parce que nous faisons des obligations sur le marché, vous connaissez les exigences du marché, cette rigueur que nous avons au sein de la banque nous permet d'aller sur le marché, de lever de la ressource auprès des investisseurs qui regardent la question de la durabilité aujourd'hui, qui regardent la question de la gouvernance aujourd'hui comme des critères de performance. Et donc ces critères-là nous permettent quand même de mobiliser ces ressources-là. Et je suis d'accord que le secteur privé doit avoir une plus grosse part dans le financement de ces actions-là. Mais en même temps, il faut dire que sans ces exigences-là, nous ne pouvons pas vraiment contrôler ce que le secteur privé fait. Donc il faut quand même mettre ces exigences. Et ce que nous essayons de faire dans la sous-région, notamment en Afrique de l'Ouest, c'est de regarder comment est-ce que nous harmonisons la réglementation au niveau de tous les pays. Et nous avons la chance au niveau de notre sous-région, des pays que la BOA découvre, d'avoir une commission, la commission de l'UEMOA, qui regarde comment est-ce qu'on harmonise cette réglementation pour faciliter l'accès au marché commun que nous avons au niveau de la sous-région. Donc je pense que c'est une opportunité, c'est vrai, c'est contraignant, mais c'est une bonne opportunité pour la mobilisation de ressources. C'est très clair. Donc, ce cadre réglementaire contraignant, un frein parfois, une opportunité d'autres fois. J'ai envie de vous faire réagir, Mme Kassa, pour l'AFD. J'imagine que vous avez entendu les messages. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut ajuster certains critères pour s'adapter aux réalités du terrain? Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si ce sont les critères qu'il faut adapter. Je pense que l'enjeu des réglementations, de la régulation au niveau régional, au niveau national et de la manière dont les pays africains transposent et s'approprient finalement les régulations est un élément essentiel et sur lesquels nous essayons de travailler, d'apporter de l'assistance technique aussi pour identifier les besoins en termes d'ajustement ou d'adaptation des dispositifs. Mais c'est également c'est pour ça que je parlais vraiment de co-construction et d'accompagnement à long terme. L'idée, c'est aussi de voir quels vont être les leviers, les étapes possibles pour accompagner ces transformations qui n'est pas l'idée que justement ces dispositifs soient excluants,
mais qu'au contraire, ils promeuvent aussi des transformations qui vont être à la fois bénéfiques pour le tissu économique local et dans sa réalité, pour les populations qui vont y trouver des opportunités d'emploi, de travail et d'accès à des services de qualité également. Donc je pense que les partenaires africains, les populations africaines méritent également une qualité de service, une qualité de produits, une qualité d'emploi, et que cela fait partie de la démarche de développement durable. Donc je dirais qu'on est également un facilitateur de l'accompagnement de ces transformations. Pour exemple, je citerai un projet pour lequel j'ai eu l'occasion de rencontrer des acteurs, dont j'ai eu l'occasion de rencontrer des acteurs à la fois au Bénin et en Côte d'Ivoire, qui est un programme qui s'appelle Choose Africa, et à travers lequel, donc, qui a été initié depuis 2018, d'abord porté par Proparco sur un volet secteur privé d'accompagnement du tissu bancaire pour apporter des financements directs aux PME et aux PMI africaines, qui a accompagné dès sa première phase à peu près 40 000 entrepreneurs africains. Et pour autant, à l'issue de cette première phase, le constat partagé était de se dire on passe encore à côté de certaines TPE, de certains entrepreneurs individuels qui ne sont pas bancarisés, qui n'ont pas le rétex ou le track record pour avoir accès justement aux services financiers, et mieux articuler des programmes dits sociaux où, par exemple, à travers des prêts d'honneur ou d'autres dispositifs publics, on va accompagner à travers de la subvention ou des prêts quasiment à taux zéro des petits entrepreneurs qui n'ont pas accès au tissu bancaire, et aussi travailler ces dispositifs nationaux qui vont être probablement les plus à même d'être connectés à la réalité du contexte. Je pense que c'est important, et ça fait partie aussi de l'humilité ou des limites des institutions internationales. Nous ne sommes pas des acteurs nationaux, nous ne pouvons pas nous substituer à ces acteurs nationaux qui se renforcent pour adresser justement les réalités locales en étant au plus proche de ce tissu économique et de ces dynamiques réelles qui se passent. Donc c'est aussi, je pense que cette interpellation, elle est juste. Elle vient justement pour nous rappeler que ce n'est pas depuis Paris que l'on va analyser le mieux ce qui se passe sur le terrain, mais c'est avec les acteurs sur place, en les écoutant, en comprenant les dynamiques locales, qu'on va ajuster aussi nos modalités d'intervention en financement, en coopération technique, pour renforcer des dispositifs et apporter les outils les plus justes. Ce programme, je le mentionne parce qu'on le fait également, on le porte également dans cette deuxième phase aujourd'hui en équipe France, avec BPI France, et avec la volonté aussi de faciliter la connexion entre le tissu économique français, le tissu économique africain. Ce sont des débouchés, ce sont des connexions déjà en cours, et le commerce international, y compris en Afrique, a déjà cette dimension internationale, a déjà cette dimension mondialisée. Et je pense que l'enjeu de la clarté des règles du jeu et d'accompagner des règles du jeu qui bénéficient au plus grand nombre, qui soient le plus inclusives et soutiennent la résilience et la durabilité des économies, c'est peut-être le rôle que nous portons en tant que banque publique de développement. C'est très clair. Alors un mot pour chacun d'entre vous pour conclure déjà, ça passe vite, sur vos chantiers respectifs là pour 2025 et un petit peu au-delà en termes d'horizon, sur les priorités qui seront les vôtres. Peut-être d'abord vous, Monsieur Abadak, le pool des investisseurs africains. C'est quoi les urgences, les dossiers en haut de la pile? Les dossiers dont nous mettons d'abord l'accent, c'est d'abord les énergies, les nouvelles technologies, parce que le monde est digital, et le logement. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un mariage. On s'en souvient, oui. Le monde étant digital, ce qui se passe
À Massamena, New York est au courant. Quelqu'un peut vendre ses produits étant à Massamena. À New York achète. S'il n'a pas de l'énergie, il ne peut pas vendre, il ne peut pas produire. Et pour qu'il produise, il faut qu'il y ait des nouvelles technologies. Donc, c'est où nous devons mettre l'accent. Et on va qu'affamer. Donc, s'il n'y a pas l'agriculture, on ne mange pas, on ne peut rien faire de tout ça. Donc, si nous pouvons accentuer, mettre les priorités à ce niveau, pour moi, ça me ferait énormément plaisir. Un mot également, Sandra Kassab, sur les chantiers de l'AFD, là, les priorités vraiment pour vous. Là. Merci beaucoup Stéphanie Roy. Je vais me permettre un pas de côté, comme j'ai pris mes fonctions récemment. Oui. Les priorités, elles sont nombreuses, elles sont diverses. Donc je vais éviter l'énoncé des différents secteurs et peut-être vous partager moi ma priorité dans ces premiers mois à la tête du département Afrique de l'AFD, c'est de me déplacer, d'aller en Afrique, d'aller dans les différentes régions, les différents pays. Et des missions que j'ai eu la chance d'effectuer depuis le mois de janvier, je retiens une énergie, je retiens des partenaires plus ambitieux que nous ne le sommes depuis chez nous parfois, et d'avoir le courage et l'énergie de soutenir ces ambitions, ces volontés et ces énergies qui se déploient sur le terrain. Donc c'est aussi cette écoute et cette co-construction, elle n'est pas incantatoire, elle n'est pas théorique, elle se construit sur place parce que nous avons un dispositif local étayé qui est à disponibilité des partenaires sur place, des entrepreneurs, même pour dire nous ne sommes pas le bon guichet, mais nous pensons qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent vous accompagner. Et c'est de soutenir justement ce dialogue et ces énergies. Voilà. Et pour la BOAD, en quelques mots aussi. Oui, alors merci beaucoup. Alors je pense que pour la BOAD, nous n'allons pas changer ce que nous faisons. Hein. Et comme l'a dit la directrice tout à l'heure, les priorités sont nombreuses, mais nous allons mieux faire. Et comme je disais tout à l'heure avec l'équipe de Bruno, nous travaillons sur des mécanismes innovants pour apporter plus de concessionnalité, pour driver plus de ressources dans la sous-région. Donc, nous n'allons pas changer ce que nous faisons, mais nous allons mieux faire en apportant des solutions innovantes pour le développement dans notre sous-région. Merci. Bien, un grand merci à tous les trois pour cet éclairage très concret sur la durabilité en Afrique. Merci à tous.